voulais peut-être parler de cette deuxième partie davantage un petit peu sur les dramas et les affaires sensibles. Je pense notamment entre guillemets aux révélations, ou en tout cas de ce qu'a avancé Amy, donc Dark Amy sur Twitter. De quel œil est-ce que tu vois ce qu'il a publié ou même ce qu'il fait, et que penses-tu un petit peu des informations qui ont été publiées jusqu'à maintenant? Est-ce que peut-être tu as eu le temps de faire tes recherches, etc. Alors c'est très complexe pour être honnête parce que finalement le fond est vertueux. Je pense que et moi le premier, je suis le premier à avoir dénoncé certaines choses, certaines pratiques, certaines tendances dans l'écosystème et je pense qu'on a un écosystème où il y a un nettoyage très important à faire sur certaines façons de voir les choses, de faire les choses. Donc la démarche de vouloir améliorer l'existant entre guillemets, elle est bonne et elle est même valeureuse, tu vois. Et je pense qu'on a besoin de personnes comme ça. Maintenant, et je sais qu'il va pas apprécier que je dise ça, mais la forme en effet est questionnable. C'est compliqué parce que d'un côté, moi, je serais pour une procédure juridique, qu'une procédure juridique se mette en place en bonne et due Mais forme, qui va y aller? voilà, en tant que bon juriste aussi. Mais qui va y aller? Et je comprends aussi les remarques de Emilien quand il dit que finalement ça va mettre des années, que peut-être justice ne sera pas faite, que tout le monde ne sera pas au courant, etc. Je comprends quand il dit ça aussi parce que c'est une réalité. Donc c'est très compliqué parce que je pense que il y a des choses bon qui sont entre guillemets questionnables et qui voilà qui posent Le question problème, c'est qu'on comme n'a pas de réponse certains en face. mensonges. Voilà, alors déjà il n'y a pas de réponse en face, mais il y a aussi quelques mensonges, tu vois, bon qui ont été au début véhiculés. Moi, quand c'était ce que Emilien appelait des mythos, je me suis dit bon, en effet, ça prouve qu'il y a quand même des choses pas très nettes. Mais voilà, pour être acteur au sein d'un média de l'écosystème, on va pas faire un article, tiens, un tel a menti Flash sur News ce est mis à tweet, mais des tweeter. fonds, tu vois. Faut qu'on puisse Voilà, baquer les donc ça informations. c'est compliqué parce que ça prouve, enfin ça montre malgré tout qu'il y a une certaine un certain vice derrière la façon dont la personne a présenté certaines choses, mais en même temps, bon, on va pas en faire, voilà. Par contre, il y a eu des faits derrière qui ont pu être révélés et avancés qui portent plus sur de la manipulation de marché, détournement de biens sociaux, etc. Et là, ben, c'est beaucoup plus grave entre guillemets. C'est quelque chose qui est important de traiter et en même temps, au sein d'un média, on est obligé de sourcer et de vérifier ce dont on va parler. Ça peut paraître banal et parfois ça a pu ne pas retranscrire dans ce qui a été fait par des médias parce qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites. Mais on essaye au maximum quand on partage une information de la vérifier de façon exhaustive et encore plus lorsque ça porte sur des accusations finalement qui sont personnelles. Qui portent voilà, sur des accusations graves, on est obligé de vérifier tout ça. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on Est-ce que regarde c'est ce qui est vérifiable? sorti, voilà, c'est ça. La question, c'est que ce qui est sorti est très intéressant, mais c'est d'une complexité sans nom parce que c'est l'imbrication d'analyse on-chain, de vérification dans le passé, de témoignages de personnes. Donc ça demande de pouvoir avoir le témoignage de suffisamment de personnes qui acceptent peut-être de révéler leur identité, de nous donner les bons éléments. Mais quand on avance, par exemple, un screenshot d'une conversation, face à la justice, ça vaut pas grand-chose parce qu'on doit pouvoir prouver finalement que ça s'inscrit dans un contexte, tu vois. Sinon, moi, je peux sans doute prendre un screenshot d'une conversation que j'ai eue avec Topixou où tu m'as dit quelque chose qui pourrait être répréhensible. Et inversement, tout le monde, parce que sorti de son contexte, c'est facile de le faire. Donc, la difficulté pour un média dans ce type de circonstances, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller? Quel risque on prend si on y va ou pas, parce qu'il y a des risques juridiques? Et est-ce qu'on peut surtout y aller en étant sûr que ce qu'on présente au lecteur est vérifié et vérifiable, tu vois? Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend du temps. Amy l'a dit lui-même, il a dit, moi, si j'avais voulu, voilà, structurer juridiquement quelque chose, ça m'aurait pris 2-3 ans, donc j'ai balancé. Ah bah oui, mais nous, on peut pas le faire ça, en fait. On peut pas prendre ce positionnement-là. Et donc voilà, ce qu'on a déjà fait dans le passé au sein du journal du Coin, c'est qu'on a dénoncé des arnaques, des scams, des choses comme ça. Et on a parfois été poursuivi pour ça, quand bien même ce qu'on disait était totalement vrai, hein, mais simplement un mot de travers dans un article peut t'amener devant les tribunaux, ou même pas un mot de travers, simplement un procès pour diffamation peut t'amener devant les tribunaux et demander à ce que le média se défende. Et quand on veut se défendre en justice, ça coûte de l'argent. Et un média n'a pas obligatoirement de l'argent pour se défendre, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas la main gauche des VC d'écosystème qui serait financée, qui roulerait sur l'or, etc.
voilà, un média comme le nôtre pendant ce bear market, et Léo, tu peux en témoigner, je pense, ce sont des médias qui ont eu du mal à survivre, qui ont dû prendre des décisions difficiles, qui ont dû faire des sacrifices, parce que c'est pas en En prenant bear un market, média on qu'on a fait des réduit fortunes. nos effectifs, on a fait des décisions en termes Mmh. de contenu, de réduire peut-être certains contenus et d'augmenter la cadence, la fréquence d'autres contenus. On Exactement. a dû se séparer de certaines personnes. Peut-être certains ont fait des efforts sur la rémunération en échange peut-être de promesses de meilleure rémunération future, des Ouais. choses comme ça. Enfin, bon, après, je sais pas ce que font les autres médias, mais dans un sens, je pense que tout le monde s'est serré la ceinture, ou en tout cas a fait des efforts assez importants pour être sûr d'être en capacité d'exister demain. Ouais, Donc après, on n'est pas non totalement. plus, voilà, je vais pas faire le crypto miskin, on n'est pas les plus à Non. plaindre non plus. On est quand même renseigné sur pas mal de sujets avec, en relation avec, comment dire, les projets. Donc Mhm. moi personnellement je trouve ça passionnant, et puis au-delà de ça on a aussi des opérations commerciales qui peuvent aussi être très rémunératrices. C'est Bien juste sûr. qu'en fait tout ça est assez volatile quoi. Tout ça est volatile et tout ça demande quand même à penser à la survie du média. Et quand il s'agit de faits comme des faits qui pouvant relever de la diffamation sur des accusations qui pourraient être proférées sur un article, c'est très compliqué parce que on ne peut pas se le permettre tout simplement. Et donc voilà, on a des gens qui travaillent sur le sujet et qui suivent ce qui se passe, mais c'est des ressources à consacrer à temps plein quotidiennement pendant peut-être des mois pour peut-être pas grand-chose, parce qu'on peut aussi tomber sur le fait qu'il y a rien quoi en fait. C'est très complexe et la meilleure façon pour qu'un média en parle, ça serait probablement une action en justice soit intentée, parce que un média peut Je crois simplement que c'est ce qu'il essaye commenter. de faire, hein. Ouais. Donc c'est un média peut simplement commenter, voilà, le fait qu'il y a une action en justice qui est menée contre un membre de l'écosystème. Là, il n'y a pas de diffamation, c'est quelque chose qui est totalement ok, Vérifiable et vérifiable, qui public. sont Ouais. des faits publics, voilà. Donc c'est très complexe comme sujet. Je comprends un petit peu la frustration de certaines personnes sur les réseaux sociaux, tout comme je comprends les contraintes auxquelles on peut être soumis, parce que je les vis au quotidien à travers le JDC, quoi. On a vu des accusations au regard de Julien Bouteloup de la part de Amy. Je pense que ces accusations vont au-delà de Julien Bouteloup, par exemple, même du côté de Mark Zeller ou même de Cryptomatrix. Quelles questions ça soulève de ton Hmm. côté en termes de transparence? Est-ce que on est assez transparent ou pas? Quelles mesures on peut prendre? Parce que on parle régulièrement de ce sujet-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Comment on pourrait améliorer la situation selon toi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ce genre de sujet, ce genre de choses reviennent souvent sur le devant de la scène et soit aussi problématique aussi pour le public? Parce que moi, personnellement, je comprends que quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il achète quelque chose et qu'au final il le vend dans mon dos, et que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance ou que je suis depuis très longtemps, etc., ça puisse poser problème. Alors je Ouais. pense que les gens qui sont plaints jusqu'à maintenant, c'est même pas les communautés des gens concernés, mais plutôt des gens extérieurs, ce qui est assez fou d'ailleurs. Voilà, comment on pourrait faire pour améliorer la situation à partir de tout ce qu'on a vu, sachant que c'est pas le premier cas. Question Enfin, à alors c'est rallonge, c'est mais je c'est une pose le question hyper contexte. intéressante parce que ça touche à plein de sujets annexes, dont un peu ce dont on a parlé à travers les médias avec l'influence, etc. aussi. En fait, il y a un premier point qui est un petit peu un examen qu'on doit faire sur ce qu'est aujourd'hui l'écosystème crypto, ce qu'est la DeFi. Et en fait, je pense que dans l'imaginaire collectif, un petit peu, la DeFi, c'est la finance libérée d'une centralisation un peu véreuse, de connivence. C'est quelque chose de beaucoup plus intègre, Immaculé. immaculé et synonyme d'une équité des chances, voire pire, d'une égalité un peu, tu vois. Et c'est un peu ce que se dit, je pense, les nouveaux entrants sur ce marché lorsqu'ils arrivent, et c'est ce qui leur est vendu d'une certaine manière. Mais ça va un petit peu à l'encontre d'une autre narrative au sein de la DeFi et de l'écosystème crypto, qui est que pourtant, L'humain n'a pas comme changé. voilà, comme son opposé centralisé, finalement, la DeFi est autant dépendante de la qualité des acteurs qui y prennent part qu'un acteur centralisé. Je m'explique dans ce que je veux dire. Les protocoles, finalement, dans la façon dont ils fonctionnent, n'ont pas encore, et n'arriveront sans doute, à mon avis, jamais, à contenir les risques de débordement de certains acteurs et surtout à faire converger les intérêts de toutes les parties prenantes à un projet, tu vois. Les parties prenantes, ça va être ceux qui vont financer un projet jusqu'à ceux qui vont l'utiliser ou acheter son token. Et donc, à partir du moment où on n'arrive pas comme ça à faire converger un petit peu les intérêts de toutes les parties prenantes, eh ben, on va avoir des problèmes, tout simplement parce qu'on va aller contre la narrative initiale qui est celle d'une finance un peu immaculée, décentralisée, etc.
Donc on retrouve les mêmes mots que dans la finance classique, mais sans régulation non plus. Donc s'il n'y a pas de régulation interne, finalement, il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'amélioration possible. Et donc on retrouve des dérives. Donc je suis assez pessimiste sur les capacités du secteur à vraiment améliorer tout ça sans passer par de la régulation, et c'est malheureux parce que c'est pas ce que je souhaite du tout, notamment au niveau idéologique. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait faire pour répondre à ta deuxième question, pour améliorer les choses, ça serait de mettre en place certains principes de bonne conduite et de transparence. Mais en fait, c'est des choses qui sont parfois imposées dans le secteur classique et centralisé, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas des problématiques non plus, tu vois. Donc je pense qu'à notre échelle, chacun, notamment au niveau de l'influenceur, de celui qui va avoir une communauté, de celui qui va publiquement dire qu'il finance des projets, qui va présenter des projets sur son compte, il y a des choses à faire. Il y a la possibilité. Je pense que les créateurs vont se cramer tout seuls aussi. Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi ça. Il y a aussi qu'il va y avoir une sorte de sélection naturelle. Hein. Quand il n'y a pas de régulation, finalement, c'est comme ça que ça passe. C'est une sélection naturelle. Et finalement, je pense que quand même, il y a des principes de bonne conduite, voilà, pour les influenceurs, les créateurs de contenu, de disclaim ce sur quoi ils ont reçu des financements, d'être transparents sur leurs intentions de vente ou d'achat lorsqu'ils présentent un projet à leur communauté. Ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place. C'est très compliqué parce que on a parlé par moment de mettre en place une sorte de comité éthique qui serait au top de l'écosystème et qui déciderait un petit peu de ce qui est bon et ce qui est pas bon. T'as le même problème, hein, des gens biaisés avec des intérêts économiques. Exactement. Tu aurais des gens biaisés avec des intérêts économiques. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon ne sera pas pareil selon les personnes. Il y a des gens qui diront qu'un projet qui va performer pendant 60 jours et rendre certains riches est très bien, et d'autres vont dire bah non. Alors que ça peut être un scam. Ouais, alors que ça peut être un scam, et il y a des gens qui vont dire il y a des gens qui vont dire bah non, ce projet il va perdre 90% dans ses 2 premières années, mais finalement c'est un projet long terme qui va survivre et donc c'est un bon projet. Donc en fait c'est pas possible de présenter une sorte de norme auprès de la communauté qui serait qui représenterait ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et je vois en plus à tout ça des effets secondaires qui relèvent un peu du fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup de gens par exemple qui peut-être ne seraient pas si on avait une sorte de comité qui dirait bon bah tel influenceur c'est bon, tel influenceur c'est bon, tel projet c'est bon, tel, on aurait sans doute des projets ou des influenceurs qui se victimiseraient et qui diraient regardez ils ont validé tel projet qui finalement a fini en scam alors que moi ils m'ont pas validé et j'ai fini totalement bien et je suis legit quoi, tu vois. Donc on aurait des effets de bord secondaires qui seraient négatifs aussi. Donc je pense que finalement le fin mot de tout ça et la solution pour que tout le monde s'en sorte à peu près bien, c'est qu'il y a une responsabilité de tous les acteurs. Il y en a certains qui ne le seront jamais, ça c'est sûr. Mais quand je pense notamment à l'impact que ça pourrait avoir sur l'utilisateur et l'investisseur, le petit porteur, responsabilisez-vous, ne faites pas confiance à ce que vous lisez les yeux fermés, faites vos propres recherches, vérifiez ce qui vous est dit. Comprenez aussi qu'il y a du risque partout. À partir du moment où on investit, il y a du risque. Je veux dire, même sur l'or, même sur des réserves de valeur, il y a du risque. Parce que lorsqu'on investit sur un projet, on met sa confiance. Voilà. Ouais, c'est moins volatile, mais on met sa confiance dans quelque chose. Je pense que les gens se surexposent aussi, c'est aussi ça le problème. Je dis pas que enfin, je ne dis pas que genre les influenceurs sont parfaits et ils font tout nickel. On a vu que c'était le contraire, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont surexposés et qui prennent des risques qu'ils devraient pas prendre, tu vois. Parce que tu dois pas te retrouver dans la merde si un de tes investissements va à zéro. C'est-à-dire que tu mets une pression sur la réussite du projet qui est telle que bah en fait derrière ça peut donc moi c'est ça qui me pose un peu problème. Je pense que ce qui peut être bien et c'est ce qui te fait de plus en plus du côté des fondations, c'est un système de grant qui est public où tu demandes un financement à une fondation, la fondation décide de dire oui ou non, derrière le financement est public. Les transferts sont publics, les raisons du financement sont publiques, et donc je pense que c'est aussi au projet de faire bouger les lignes à ce niveau-là, et du coup d'avoir une étiquette aussi plus positive et plus premium, justement en étant transparent à ce sujet-là, ou en tout cas en étant partiellement transparent d'une certaine manière, parce que en gros actuellement c'est totalement opaque. Totalement.
C'est ce suis que totalement fait d'accord déjà avec toi. DYDX, tu vois, par exemple, que Oui, nous, on a reçu un grant avec Khan Academy à ce sujet-là. De mémoire, je crois que beaucoup de choses sont publiques. Enfin, en tout cas, je pense que la communauté DYDX a un droit de regard sur ça. Je pense que JDC a aussi reçu pas mal de grants de différents projets. Je pense que probablement Cryptos, je m'avance peut-être, mais je suppose que c'est aussi le cas. Et je trouve que c'est peut-être un des systèmes les plus fairs dans une certaine mesure, même si la question c'est pas forcément est-ce que la personne va être financée au final parce que c'est peut-être une sub DAO qui va en décider, donc des gens qui sont élus parce qu'ils sont experts du marketing, voilà, mais plutôt au moins être clair dans ce qui a été donné, de quelle manière, etc. Et du coup, de cette manière-là, tu peux comprendre un peu plus les intérêts de chacun dans leur ouais, position. Donc, moi, je pense que c'est une bonne première étape, c'est et vrai. surtout que moi, ce qui m'embête un peu, c'est que au final, tu peux avoir des gens qui font des dingueries et leur communauté continue de les suivre. Et je pense que c'est aussi à la communauté de se responsabiliser et à faire le tri d'elle-même. Parce que si quelqu'un, je sais pas, perd en audience ou perd en crédibilité parce qu'elle fait des choses entre guillemets sales, bah derrière, elle va avoir aussi un intérêt à ne plus le faire. Et on va pas se mentir. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire entre guillemets des OP commerciales sur Twitter, c'était vraiment à mes tout débuts. Franchement, j'ai fait une grosse connerie sur un projet et je pense que je l'ai avoué. Après, on m'a aussi menti personnellement, tu vois, dans les informations qu'on m'a données pour en faire la Mhm. promotion. Donc, c'est aussi de ma faute de peut-être pas avoir assez digue à ce niveau-là. Donc, ce que je veux Ouais, dire, c'est que je pense qu'il y a peu de gens qui sont irréprochables. Le tout est d'essayer d'avancer dans la bonne direction, tu vois. Si tu fais les ouais. mêmes erreurs il y a 2 ans que maintenant, c'est un peu problématique. Par contre, si tu essayes d'aller dans le bon sens et que tu fais preuve de responsabilité, et moi je pense que déjà ça se sentira. Et enfin, je sais pas toi, mais je pense que nous, notre réputation, elle nous est assez importante au point Mhm. de d'essayer d'être propre. Parce que moi personnellement, si j'avais une sale réputation au cul à longueur de journée, ça me casserait les couilles. Donc Totalement, peut-être que pour totalement. d'autres c'est ok, mais Totalement, mais c'est en ça que tu vois, si on revient à ce que fait Amy, il y a de l'utilité derrière parce que c'est sain que on ait un tri qui soit fait aussi en interne, notamment sur un système qui traite de sujets décentralisés. On a besoin d'une sorte de régulation interne et parfois de gens qui vont aller dénoncer parce que, comme tu dis, peut-être ça va forcer il faut que d'autres ça à être parte de plus dans. quelque part à un moment au final. Voilà, voilà. Hein. Donc je veux pas que mon propos laisse penser que je suis contre ça. Au contraire, je suis totalement pour et c'est totalement sain. J'ai juste quelques voilà réflexions sur Sur la la forme. Je forme. pense qu'on pourrait aller encore plus loin, mais voilà. Et dernière chose sur ça, il faut évidemment que les personnes qui commettent des infractions qui sont déjà couvertes par la loi soient sanctionnées, tout simplement. Donc on n'a pas besoin obligatoirement de loi d'influenceur ou je sais pas quoi. Il y a des infractions déjà qui couvrent la fraude, la publicité mensongère, des choses comme ça, la manipulation de marché, le détournement de biens sociaux, etc. Donc il faut que ces personnes soient amenées devant la justice aussi pour être sanctionnées. Et à force d'avoir des exemples, je pense qu'aussi on commencera à rentrer un peu dans une sorte de bonne pratique naturelle entre guillemets. Ça va se réguler de tout seul, quoi. Tu vois.